Bonjour et bienvenue au Forum Radio Gidon. Vous êtes l'invité Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc à moins de 50 jours de la présidentielle. Il ne reste plus qu'un candidat à entrer en lice, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, comment concilier pour lui les tensions internationales, en Ukraine et au Mali notamment, et la campagne, sa future campagne présidentielle? Dans ce contexte, sur quel thème va se jouer l'élection? Sur le social, le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité, l'immigration ou l'international et la place de la France dans le monde? Quel doit être le message du candidat Macron? Pourquoi lui faire confiance 5 années de plus? Mais pour commencer, Clément Beaune, la situation en Ukraine. La France et l'Allemagne ont demandé, c'était hier, à leurs ressortissants de quitter le pays, et c'est-à-dire que c'est déjà la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une situation qui est gravissime, Mmh. on l'a vu, qui a justifié d'abord pour la sécurité de nos ressortissants, évidemment, qui est notre première priorité. La France et l'Allemagne l'ont fait de manière coordonnée, d'avoir ce message. Il y a environ 1000 ressortissants français, ce qu'on estime, en Ukraine, principalement des binationaux. Certains ont des motifs qu'on appelle impérieux pour rester. Ceux qui n'ont pas de raison impérieuse doivent quitter dès que possible l'Ukraine. Mais ça veut dire que c'est déjà la guerre ou pas? Non, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tension qui s'est accélérée. Mmh. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans la région du Donbass, il y a eu hier plus de 1500 atteintes, ruptures du cessez-le-feu, ce qui montre que nous sommes dans des faits de guerre dans cette région. Il faut aussi mettre les choses en perspective parce qu'il ne faut pas être naïf, ça fait presque une décennie maintenant qu'il y a eu agression territoriale de 8 l'Ukraine. ans, je crois, précisément. Exactement. Une agression territoriale de l'Ukraine avec l'invasion de la Crimée, avec un contrôle en fait largement russe du Donbass, et alors que des engagements avaient été pris par la partie russe ces dernières semaines, d'apaiser la situation, notamment au Donbass, dans le cadre du format Normandie, de respecter le cessez-le-feu, eh bien, il y a eu des violations majeures du cessez-le-feu. Alors, ce sont des faits de guerre là-bas. Des faits de guerre. Alors, on va revenir précisément sur ce qui se passe en ce moment même en Ukraine. Pour l'OTAN et son secrétaire général, tous les signes indiquent que la Russie prévoit une attaque complète contre l'Ukraine. Est-ce aussi la position de la France? En clair, est-ce que vous croyez, comme le président américain Joe Biden, que la guerre est imminente? Et moi, je ne vais pas me lancer, on a ce débat dans la lecture des intentions du président Poutine. Mais vous dites quoi précisément là-dessus? Mais je vais vous le dire. Voilà. Ce qu'on sait très précisément, là on a une analyse totalement convergente avec tous nos alliés, c'est qu'il y a une pression immense aux frontières de l'Ukraine, on le sait, sans doute plus de 150 000 soldats, sans parler du développement et du déploiement d'équipements navals, aériens, etc. Donc il y a une pression qui est immense, qui n'a pas reculé. Il n'y a pas eu de désescalade visible. Parce que, alors justement, vous faites allusion à ce qui avait été annoncé par Poutine, par le pouvoir russe, d'un retrait des troupes. C'est faux? Écoutez, en tout cas, on ne voit pas au total de désescalade. Et ce qu'on a vu au contraire, ce sont des provocations. Et ce sont des tensions qui ont été construites, soyons clairs, par la partie russe ces dernières heures. Dans le Donbass en particulier, qui, je le rappelle, pour être tout à fait précis, est déjà une zone où il y a une présence russe et un contrôle russe. Est-ce que cela signifie, parce qu'il y a la capacité de le faire, parce qu'il y a eu ces violations de cessez-le-feu extrêmement graves, qu'il y a un plan plus large d'invasion de l'Ukraine au-delà de la Crimée et de la région du Donbass? Alors, je ne le sais pas. Vous savez pas. Et je crois que personne ne le sait. Alors, et je crois, pour être très précis là-dessus, il ne faut pas passer trop de temps à faire la prédiction. ouais. Il faut passer beaucoup de temps, d'abord, à faire l'analyse À de la éviter le situation pire. et à éviter le pire. On peut éviter, j'ai parlé de fait de guerre dans le Donbass, mais on peut éviter un embrasement généralisé et un conflit en Ukraine. Je l'espère. Alors, C'est à Vladimir Poutine d'abord qu'il appartient de le décider en réalité. Est-ce qu'il veut encore un vrai dialogue? Est-ce qu'il va aboutir à une agression supplémentaire? En tout cas, on se donne une chance encore. Ces heures, on parle notamment en ce moment même à travers cette avec une discussion entre le président de la conversation République et Vladimir Poutine, Ouais. qui s'achève en ce moment même, pour essayer de donner encore une chance à la diplomatie. Mais ce n'est pas de la naïveté. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que le dialogue, ça n'est pas l'apaisement, comme on l'a connu dans d'autres périodes. C'est un rapport de force. Oui, et vous êtes crédible dans un dialogue uniquement si votre interlocuteur sait, M. Poutine sait, qu'il y a unité occidentale et européenne, fermeté occidentale et européenne. Donc on va revenir là-dessus, mais d'abord sur les faits. Est-ce que les informations délivrées par les services de renseignement français sont conformes à celles des services américains qui constatent ce que vous venez d'indiquer, que Poutine se prépare à une guerre de grande ampleur? Je ne livre pas des informations de services de renseignement, mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que la pression s'est plutôt accentuée ces derniers jours. Et j'y ajoute ce que je décrivais, qui est le plus préoccupant, on l'a vu ce samedi, c'est la violation du cessez-le-feu dans la région du Donbass. Au total, cela veut dire qu'il y a eu plutôt une dégradation de la situation, une pression supplémentaire exercée par la Russie, plutôt qu'une désescalade, comme nous le souhaitions, et comme Vladimir Poutine
à certains égards, je pense notamment au format Normandie sur le Donbass, qui était engagé. Comme Vladimir Poutine l'avait dit à Emmanuel Macron quand ils s'étaient rencontrés à Moscou. Est-ce que cela veut dire que Poutine ne tient pas les engagements pris et que les signaux qu'il donne depuis 2 jours sont des signaux belliqueux? Les signaux donnés sont des signaux belliqueux. Est-ce que ça veut dire que les choses sont irréversibles et qu'on ne peut pas donner une chance à la discussion, pardon? Ça, je crois qu'il faut encore le tenter. Le fait qu'il y ait des dérapages gravissimes, des violations de cessez-le-feu, ne signifie pas nécessairement que l'embrasement complet est possible. La Russie a fait ses provocations ces dernières heures. Nous donnons sans naïveté, sans faiblesse, sans manque de fermeté aucun, une chance à cette discussion ultime. Ça veut dire que... À quoi servent d'ailleurs les échanges entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui se succèdent, uniquement à gagner du temps, en se disant que la guerre est inévitable, uniquement à ça? Mais non, la vérité, c'est que nous pensons depuis plusieurs semaines que par la solution politique et diplomatique, nous pouvons éviter un conflit vaste et une invasion de l'Ukraine. Encore une fois, ce n'est pas l'Ukraine et les Occidentaux qui ont créé cette tension, c'est la Russie. Quelles sont les intentions de Vladimir Poutine? On peut spéculer l'infini, on ne le sait pas à la minute où nous parlons. On voit des signaux négatifs, on voit des signaux belliqueux. On a encore un espace, parce que je crois que c'est notre responsabilité, pour éviter un conflit généralisé. Si on peut le faire, s'il y a encore une chance, une petite chance, une dernière chance, il faut la saisir. Je crois que ce serait irresponsable de ne pas le faire. En revanche, et je le vois aussi dans le débat national, il serait calamiteux, dangereux et désespérant d'ailleurs pour la sécurité européenne de discuter sans aucune fermeté, sans avoir préparé des réactions en cas d'invasion de l'Ukraine, sanctions massives notamment, au niveau européen et au niveau international. Alors, on va parler de la situation nationale, des sanctions éventuelles, mais d'abord, des questions précises sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, est-ce que cette crise est comparable à celle des SS-20 sous Mitterrand, au début des années 80, ou est-ce qu'elle est encore plus grave, plus lourde de conséquences éventuelles? Je ne ferai pas de comparaison qui ont toujours leurs limites. C'est sans doute la plus grave crise de sécurité que connaît l'Europe depuis la chute de l'URSS. Et donc depuis le début des années 90, depuis une trentaine d'années. C'est une crise extrêmement grave, qui s'inscrit, je ne vais pas refaire tous les épisodes, dans un discours russe qui s'est durci, dans une pression russe et des agressions précédentes, appelons les choses par leur nom, qui se sont passées, je ne vais pas parler de la Crimée et du Donbass, dans les dernières années, donc ça n'est pas une surprise complète, mais c'est une grave crise de sécurité. Là où la comparaison que vous faites, je crois, a de la valeur, parce qu'il faut toujours tirer les leçons de l'histoire, c'est que dans les moments difficiles, dans les moments de tension comme ceci, où la guerre est à nos portes, il faut avoir des réflexes, je crois, très unis et très simples. Fermeté européenne, unité occidentale. Oui, c'est très important. Et je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui, à l'extrême droite, notamment parfois à l'extrême gauche, dans la politique française, sont fascinés par M. Poutine, lui cherchent constamment des excuses, tout en faisant semblant de défendre la souveraineté nationale et la grandeur de la France, que si on se projette, si on se réfère à Charles de Gaulle et à François Mitterrand, eux ont toujours, dans les moments de crise, su où ils étaient. On va reparler de ça. C'est très important. Ouais. Et là où on est, c'est dans l'unité et la fermeté de l'Europe et de l'Occident. S'il n'y a pas cette fermeté, alors les situations sont toujours désespérées. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron comprennent à la stratégie de Poutine? Est-ce juste de dire qu'il s'agit d'une stratégie de la provocation permanente, de la pression permanente sur les Occidentaux? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a, on le voit dans le récit russe que porte Vladimir Poutine, une sorte de volonté de retrouver une puissance, une forme d'empire. Une puissance impériale, une puissance soviétique? Il y a une référence évidemment à l'URSS, à une histoire ancienne de la Russie, qu'il faut comprendre dans le récit nationaliste que fait le président Poutine. Et on voit bien qu'il y a cette volonté à la fois de redresser la tête, d'instrumentaliser la période précédente, celle qui a été très douloureuse, en effet, pour la Russie, qui a suivi la chute du mur et la chute de l'URSS, et qui a été une période très brutale, qui a été une blessure pour les Russes. Et Vladimir Poutine joue sur cette blessure qui peut être comprise en elle-même pour installer une forme de révisionnisme historique qui est très préoccupant. Qu'est-ce que vous entendez par révisionnisme historique? Eh bien, revenir sur des principes qui ont été actés en commun. Les principes de souveraineté, de préservation des frontières,
les principes de démocratie et d'état de droit, notamment par qui rapport sont à dans la l'Ukraine, Charte de Paris, qui sont les engagements qui ont été pris à cette époque de bascule au début des années 90, et que la Russie, aujourd'hui, manifestement, ne souhaite pas respecter. Encore une fois, on essaye de discuter et on ne ferme pas la porte. Alors vous dites et provocation puis, permanente, il y a une deuxième pression chose. permanente, duplicité de Vladimir Poutine. Il y a une deuxième chose, il y a de la duplicité russe, c'est évident. Il y a une deuxième chose, au-delà de cette révision et de cette stratégie de pression en Europe, une stratégie plus large, je crois, de la Russie, qui consiste à être en fait une sorte de puissance de déstabilisation, de provocation et négative. La Russie ne peut plus avoir le rayonnement qu'avait l'Union soviétique de l'époque, être un modèle imposé le plus souvent, mais qui était puissant. Pour ses États satellites. Pour ses États satellites, et même parfois au-delà dans le monde, qui avait offert, en mentant souvent d'ailleurs sur la réalité en URSS, on le sait bien, mais qui offrait cette espèce de modèle, entre guillemets. Et aujourd'hui, qui, on le voit, cherche à déstabiliser partout où elle le peut, en Afrique, dans certaines crises internationales, aux portes de l'Europe, et aujourd'hui en Ukraine. Donc duplicité, ça veut dire quoi? Duplicité de Poutine, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? J'ai dit de la Russie, parce qu'on ne peut pas prendre des engagements et ne pas les respecter, sinon il n'y a pas de dialogue possible. Donc c'est ça la duplicité, hein? Oui, c'est quand vous dites quelque chose et que vous ne faites pas ce que vous avez dit. Donc c'est ce qu'il a dit à Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas une question d'Emmanuel Macron ou de la France, c'est l'attitude qui est mise en place sur le terrain. Encore une fois, je dis ça tout en disant, et ce n'est pas de la naïveté, c'est une responsabilité, que nous devons continuer malgré tout, ces prochaines heures en tout cas, à discuter avec Vladimir Poutine. Alors justement, malgré tout, à discuter avec Vladimir Poutine, la France et l'Europe sont-elles préparées à ce que la Russie ne tienne pas ses engagements? Vous parliez de sanctions tout à l'heure, donc jusqu'où pourraient aller ces sanctions? Ces sanctions, on ne les détaille jamais parce que c'est un gage de crédibilité aussi, mais elles seront extrêmement significatives. Ça veut dire quoi? Elles feront, si elles doivent être mises en place, ça voudra dire qu'il y aura eu une agression territoriale supplémentaire. Mais ça serait quoi une agression territoriale supplémentaire? Envahissement de l'Ukraine? Bien sûr. Les chars, les blindés qui sont à la frontière ukrainienne. Quelle forme ça prendrait. Ou des bombardements très clairs. aériens. Oui, il y a aujourd'hui le Conseil européen, les 27 chefs d'État et de gouvernement l'ont dit dès le mois de décembre. Il y a eu une agression territoriale dans le passé. Crimée, sous une autre forme, le Donbass. Si les Russes en faisait une supplémentaire, il y aurait des sanctions européennes et occidentales massives. Il ne faut pas inverser les choses. Mais massif, ça veut dire quoi? Ça peut aller jusqu'où? Je ne listerai pas, Frédéric Aziza, aujourd'hui une série de mesures. Ce ne serait pas sérieux. Elles ont encore été discutées en fin de semaine entre chefs d'État et de gouvernement. Elles feraient extrêmement mal sur le plan économique à la Russie. Mais ça veut dire, par exemple, l'Europe pourrait se passer du gaz russe? Écoutez, ça fait partie, évidemment, des facteurs de pression sur la Russie. On le dit souvent en sens inverse. C'est-à-dire, nous avons besoin du gaz russe. C'est vrai, c'est un fait. Notamment l'Allemagne. Bien sûr. La France, beaucoup moins, parce que nous avons aussi eu recours au nucléaire. On voit bien que c'est un choix de souveraineté également. S'il y a une dépendance, les Russes en jouent. Bon. Mais ne soyons pas, nous, Européens, dans une espèce de contemplation morbide de nos faiblesses. C'est pas vrai. La Russie, aujourd'hui, il faut rappeler les choses, c'est le PIB de l'Espagne. La Russie, c'est la majorité de ses exports qui sont effectués vers l'Union européenne. 80% c'est 80% du gaz qui est exporté vers l'Union européenne. Donc ça marche dans les deux sens, en réalité. Et s'il y avait, je ne le souhaite pas, mais s'il y avait besoin de réagir, je peux vous dire que, évidemment, des sanctions et des mesures qu'on prend contre un autre pays, c'est toujours une forme d'échec, une déception, et ça a un impact sur vous-même. C'est le principe. Mais ça fait beaucoup plus mal à l'autre. Et donc, n'ayons pas ce culte de la faiblesse, nous, occidentaux, nous, européens. C'est nous qui sommes, sur le plan économique, énergétique, géopolitique, en position de force. C'est Jean-Yves Le Drian qui a évoqué, c'était hier, des sanctions massives contre la Russie. Donc, vous dites à peu près quelle forme cela pourrait prendre. Et quelle serait la part de la France prise par la France dans ces sanctions contre la Russie? Je ne peux pas vous dire une forme de part de marché, Frédéric Aziza. On le ferait de manière coordonnée. Non, mais puisque Emmanuel Macron est président de l'Union aujourd'hui, donc comment il encouragerait ces homologues européens à prendre ces sanctions? Ça a déjà été largement préparé, ça se fait par le Conseil européen, par la Commission européenne. Ce travail a déjà été très largement fait, je le dis très clairement, c'est prêt. Tout est prêt, le plan sanctions est prêt. Il faudra une discussion ultime pour les décider, les mettre en œuvre. Ça se décide à l'unanimité des États membres, mais sur le principe, tous les États membres y sont favorables s'il y avait une agression territoriale. Et sur la mise en œuvre opérationnelle, les choses, oui, sont prêtes parce que c'était notre responsabilité aussi de les préparer. Et à partir du moment où la Russie décidait d'envahir l'Ukraine ou de faire la guerre à l'Ukraine, les sanctions seraient automatiques et immédiates? Il faut une décision politique. Dans ce sens-là, ce n'est pas automatique. Il y a une décision politique ultime. Mais les Européens ont été clairs. Et je le dis d'ailleurs, depuis le mois de décembre, on n'a pas découvert la difficulté de la situation ces derniers jours. Depuis le
16 décembre précisément, les Européens ont travaillé en envoyant ce message, des sanctions si, et en les préparant. C'est clair. Et donc, ce que disent aussi un certain nombre de commentateurs, d'experts, vous évoquez ce sujet il y a quelques instants, c'est que des sanctions contre la Russie pourraient revenir en boomerang dans un certain nombre de pays européens. Frédéric Aziza, c'est une question plus large. Quand vous êtes dans une situation... Est-ce que ça pourrait atteindre de manière forte, de manière importante, la France et l'Europe ? Mais moi, je ne connais pas de façon de répliquer une situation internationale de manière ferme qui n'a pas d'impact sur nous-mêmes. Ça n'existe pas. Je pourrais vous dire que c'est magique et que vous pouvez évidemment avoir, en général d'ailleurs, des sanctions qui ne vous affectent pas. Mais c'est pas vrai. Bon. Si on n'est pas prêt dans la vie pour défendre des principes et notre propre sécurité à faire un certain nombre d'efforts, à ce moment-là, envoyons tout de suite le signal aux grandes puissances étrangères que nous ne sommes prêts à rien faire. Ça n'est pas le cas. Ça, ce serait être munichois et dans la politique de l'apaisement. Moi, je suppose que c'est le message passé par Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Mais depuis longtemps, au téléphone, ça a été toujours très clair. Le président a été extrêmement limpide. En lui disant quoi ? Mais vous l'avez vu, en lui disant « je suis prêt à discuter à court terme pour éviter l'escalade et aboutir à une désescalade. Je suis prêt, nous sommes prêts, parce qu'il faudrait travailler avec les Européens et les Occidentaux, à discuter sur ce qu'on appelle des garanties de sécurité, sur la sécurité en Europe, les déploiements des forces, etc. Mais c'est à la Russie de nous dire, c'est la Russie qui a créé cette crise. C'est à la Russie de nous dire si elle veut le dialogue. Ce qu'on voit ces dernières heures, c'est plutôt non, pour être très clair et très simple. On se réengage, on donne une dernière chance à ce dialogue. Et s'il n'est pas possible, nous serons fermes, parce que sinon vous n'êtes pas crédible dans le dialogue. C'est fermeté, dialogue exigeant qui vont ensemble. Et est-ce que vous acceptez ce que demande la Russie, c'est-à-dire il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ? Mais ça, il faut être très clair là-dessus. C'est pas un pays extérieur. C'est ça le problème, on pourrait dire. C'est une discussion un peu théorique et abstraite. C'est une question de principe qui a des conséquences sur notre sécurité. C'est pas la Russie, ou à n'importe qui d'ailleurs, à l'extérieur de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, de définir quelles en sont les règles et les principes. Il y a des statuts de l'OTAN. Il y a un article qui prévoit ce qu'on appelle un principe de porte ouverte, qui ne vaut d'ailleurs pas que pour l'Ukraine potentiellement, mais pour, par exemple, la Finlande et la Suède, qui ces derniers jours ont rouvert un débat sur cette question. On ne va pas changer nos principes sous pression militaire. À ce moment-là, là aussi, ce serait un échec collectif et qui aurait des conséquences, parce qu'une fois que vous avez dit que c'est l'autre qui définit vos critères, à ce moment-là, il vous lui donne les clés du camion et il définit toutes les règles en Europe. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc en gros, il ne faut pas se coucher devant la Russie, devant Poutine. Je crois que chacun peut comprendre que vous ne changez pas vos règles de fonctionnement sur un sujet aussi vital que votre propre sécurité, les règles de l'Alliance, parce que quelqu'un vous met un pistolet sur la tempe. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est le cas de Poutine, il met un pistolet sur la tempe des Français, des Européens, d'Emmanuel Macron. Mais c'est une métaphore. Mais c'est pas d'Emmanuel Macron, Frédéric. Oui, mais je suis sûr que c'est une métaphore. C'est une métaphore parce que vous voyez qu'il y a plus de 150 000 soldats russes passés aux frontières de l'Ukraine. Et ça, que vous soyez américain, britannique, français, allemand, vous le constatez. Est-ce que des soldats français peuvent mourir pour l'Ukraine ? Et jusqu'où l'Europe et la France peuvent soutenir l'Ukraine ? Mais là aussi, il faut être très responsable. On a été très clair, il n'y a pas d'option militaire d'aller en Ukraine pour des soldats français ou européens. C'est très clair. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer de dommages, encore une fois, massifs, beaucoup plus importants à la Russie, évidemment, qu'à nous-mêmes. À travers des sanctions. À travers une série de sanctions. Donc on parlait du gaz, ça peut être aussi des sanctions... J'ai dit des sanctions économiques, ça peut concerner tous les secteurs. Tous les secteurs, mais est-ce que ça peut concerner aussi les oligarques russes qui ont des relations importantes, des relations d'affaires importantes avec les pays européens et les pays occidentaux? Il faut bien d'y revenir parce que, je le rappelle, il y a déjà un régime de sanctions qui concerne la Russie. En réalité, plusieurs régimes de sanctions depuis ce qui s'est passé en Crimée. Et ces sanctions consistent notamment à interdire de séjour, à geler des avoirs pour un certain nombre de personnes qui sont impliquées, souvent proches du régime et du président Poutine. Et ce régime-là, il existe. Il peut être en effet durci dans le menu d'options. Mais est-ce que ça peut concerner aussi la Grande-Bretagne, qui fait pas plus partie? Alors, il y a parce qu'il y a un grand nombre d'oligarques russes qui travaillent avec les Anglais, avec les Britanniques. Il y a effectivement eu, peut-être d'ailleurs un peu de complaisance dans le passé. Complaisance de la part de Johnson? Non, je ne parle pas de Boris Johnson. C'est parfois des reproches à faire à M. Johnson, mais il faut être honnête, c'est plus ancien. Et bien sûr, nous coordonnons les mesures avec le Royaume-Uni. C'est vrai d'ailleurs dans le cadre de la Biélorussie il y a quelques semaines. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Je regrette qu'il n'ait pas souhaité, dans le cadre du Brexit, qu'on ait une coordination en matière de sécurité. Mais dans des crises aussi graves, nous le faisons quand même. Et nous avons donc bien sûr, avec les Américains, avec les Canadiens, avec les Britanniques, une coordination. Et vous avez vu d'ailleurs,
peut y avoir des nuances sur la lecture des intentions de la Russie et du président Poutine. Mais sur les messages de fermeté, sur l'analyse de la gravité de la situation, nous sommes parfaitement tous alignés. Et juste de dire que la semaine qui vient va être cruciale, que la semaine prochaine pourrait être la fenêtre de tir choisie par Poutine pour une attaque contre l'Ukraine. Est-ce que c'est une semaine sur une question aussi grave, mais on voit bien, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à la semaine prochaine. On voit bien que déjà ce dimanche, la situation est très grave. Que les choses se sont dégradées dans le week-end. Donc je ne sais pas dire ce qui va se passer, et j'espère encore une fois, car nous avons les cartes en main pour l'éviter, la Russie au premier lieu, qu'il n'y aura pas de dérapage et de conflit. Mais oui, les heures qui viennent seront effectivement très importantes, sans doute décisives. Vous dites les heures, c'est-à-dire d'ici demain ? Je ne peux pas vous dire, Frédéric Azila, malheureusement, si les choses étaient aussi claires, ce serait sans doute plus simple. Mais il y a la discussion qui vient de se conclure entre le président Poutine et le président Macron. Il y aura encore des consultations. Et bien sûr, nous ne ménagerons pas notre peine et notre tâche pour continuer, s'il y a encore une toute petite fenêtre, un tout petit espace, ce dialogue. Y compris à travers un déplacement du président Macron en Ukraine et en Russie ? Écoutez, là aussi, ce n'est pas un totem en soi. Ouais. Le président, si ça peut servir. Si ça peut servir, et si le président constate aujourd'hui que c'est utile, il n'hésiterait pas à le faire. Mais je ne peux pas vous dire, et ce n'est pas tel ou tel geste qui fait la sortie de crise. C'est le dialogue, c'est la confiance à Vladimir Poutine de nous le dire qu'on peut placer dans ce dialogue. Et puis ensuite, toutes les initiatives, appels, discussions, déplacements nécessaires, utiles, pertinentes seront faites. Et alors, est-ce que dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine, il faut faire entièrement confiance aux États-Unis et à Joe Biden ? Parce que quelque part, on n'arrive pas trop à comprendre la stratégie américaine. Est-ce que Joe Biden met de l'huile sur le feu ou est-ce qu'il a une position plus paisible ? Non, moi je suis très simple dans ces moments-là. Il faut savoir où on habite. Ça veut dire quoi ? Mais c'est pas ni l'Ukraine, ni un peu plus loin notre allié américain qui a créé la crise. Soyons simples et soyons clairs. Il y a une grande complexité des faits pour lire la situation, les intentions de Vladimir Poutine, très bien. Mais la situation, elle est dramatiquement simple à cet égard. Allez-y. Il y a une pression militaire qui a été organisée par la Russie. Il n'y avait aucune justification à le faire, puisqu'il n'y a pas eu de nouveauté. On parlait d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il n'y a pas eu de plan ces dernières semaines pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Donc tout ça, ce sont des prétextes, des excuses. Et les Américains, parfois on a des nuances, on en a parlé avec Londres, avec Washington, donc sur les intentions, l'interprétation, parce que c'est affaire d'interprétation. Donc c'est pas anormal qu'il y ait parfois autant d'interprétations que d'interprètes. Mais ce n'est pas les États-Unis d'Amérique qui ont créé la tension ou la crise. Ce serait, je crois, un mauvais procès, tout simplement une contre-vérité de le dire. Donc il y a une solidarité totale de la France et de l'Europe vis-à-vis de Joe Biden et des États-Unis. C'est pas une solidarité des individus, c'est une attitude collective, coordonnée. Et vous avez vu encore ces derniers jours et ces dernières heures que le président de la République avait parlé au président Biden. Quand on a des moments aussi graves, on ne peut pas se permettre le luxe et en réalité la folie de division européenne et occidentale. Et là aussi, je y insiste, parce qu'il faut avoir le sens des crises et de l'histoire pour les comprendre. C'est une politique, si je puis dire, gaulo-mitterrandienne. Gaulo-mitterrandienne. Oui, bien sûr, parce que ça a été l'intérêt de la France continu, défendu par tous nos grands chefs d'État, qui ont été de dire, on n'était pas dans le même contexte. L'essentiel du mandat de François Mitterrand, c'était encore la guerre froide, évidemment, pour le général de Gaulle. Ils ont des politiques d'indépendance, d'autonomie, nous les revendiquons aussi aujourd'hui, par l'Europe désormais. Mais quand il y a des moments graves, on doit être ensemble. Ça veut dire que la diplomatie française n'est pas atlantiste. Mais si atlantiste, c'est être, dans les moments de crise que nous vivons, partenaire des Américains, coordonné avec les Américains, aucun problème pour le revendiquer. Si atlantiste, c'est dire de manière plus générale que nous ne réfléchissons pas à notre propre diplomatie, à nos propres intérêts, à nos propres démarches, alors à ce moment-là, non, nous sommes Européens d'abord, bien sûr. Mais ce sont des mots, des faux procès, moi je ne rentre pas là-dedans. On a vu dans la crise, encore une fois, que nous étions unis. C'est très important. On n'a pas toujours été, d'ailleurs, au moment de la Crimée ou dans les crises précédentes. Et on a vu aussi, ça j'y insiste, parce qu'on a dit où est l'Europe, que c'était les leaders européens, notamment le président de la République Emmanuel Macron, dans ce moment de présidence française de l'Union européenne, qui menait les négociations. On ne l'a pas fait pour l'ego, pour la beauté ou le gloriole quelconque. Bon. Mais parce que c'était utile, efficace, et on voit bien que l'Europe, par le format Normandie, par le déplacement du président, suivi par celui du chancelier allemand, à Moscou, a contribué à discuter dans cette crise. Est-ce que ça va suffire ? Ce serait arrogant et inconscient de dire oui, bien sûr. Comme vous le dites, on va le savoir dans les prochaines heures. Mais, oui, mais on aura, je crois, et on a raison de le faire, en responsabilité et en fermeté, tenter à chaque instant de maintenir le dialogue. Si ça ne suffit pas, si ça ne marche pas, on vous dira c'est un échec du président Macron.
Mais on lui dira. C'est votre chèque, Monsieur le Président. Oui, mais si vous réfléchissez en fonction des tweets, des polémiques nationales ou de ce que diront les candidats de tel ou tel parti à la présidentielle, vous ne perdez votre boussole dans des moments aussi graves. Est-ce que on aurait pu, en conscience, le président de la République aurait pu en conscience dire aux Français « Je ne m'implique pas dans cette crise, c'est un autre temps politique, il y a la campagne, il y a d'autres choses ». Ça aurait été dramatique. Donc, bien sûr, s'impliquer dans une crise... les critiques qui lui sont faites, c'est... Mais s'impliquer dans une crise, c'est prendre des risques. assez rapidement. On nous a dit tout et son contraire. Ouais. Il y a une ligne simple. Depuis plus de 2 ans maintenant, le président de la République a dit qu'il faut un dialogue exigeant avec la Russie. Ce n'est pas un dialogue de naïveté, encore une fois, puisque les sanctions étaient maintenues, puisque nous avons gardé l'unité européenne. Bon. Il s'est coordonné avec tous les leaders européens à chaque instant dans cette crise, y compris les Baltes, les Polonais, qui ont des sensibilités plus fortes à l'égard de la Russie. Nous avons maintenu cette ligne fermeté et dialogue. Je préfère ça et prendre des risques, parce que c'est la responsabilité d'un président de la République, que ceux qui sont dans la soumission à l'égard de la Russie, par intérêt financier ou par fascination autocratique pour le régime russe, ou ceux qui sont dans une espèce de déni replié qui consiste à dire ne parlons pas, ne discutons pas, barricadons-nous. Bon. Qui est dans la soumission d'ailleurs vis-à-vis du régime russe? L'extrême droite française. Ah, vous parlez de l'extrême droite française. Alors, avant de parler de l'extrême droite française, justement, une question sur Poutine et par rapport peut-être à cette dimension politique intérieure française dans la stratégie de Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait chercher à mettre en difficulté Emmanuel Macron à moins de 2 mois de la présidentielle à travers cette crise ukrainienne? Est-ce que ça peut être le cas? Moi, je ne suis pas dans la grande confusion, je ne mélange pas tous les sujets. Il y a une crise qui est une crise en soi, suffisamment grave. Je ne crois pas que cette crise ait été créée de toutes pièces parce qu'il y a une élection présidentielle en France. Mais il y a un mais ou pas? J'y viens. C'est autre chose, c'est un mais si vous voulez, c'est le fait que, là non plus, aucune naïveté, des actions de déstabilisation d'activistes russes plus ou moins proches du pouvoir, plus ou moins proches du Kremlin, ça existe. Ça existait d'ailleurs, y compris dans la campagne électorale allemande à l'égard du Parti vert. Ça existait, pas besoin malheureusement de cette campagne 2022, regardons la campagne de 2017, à l'égard d'ailleurs du candidat Emmanuel Macron, à l'époque. Ça a été dit, il l'a même dit publiquement à côté du président russe dès le mois de mai 2017. Donc nous n'avons aucune naïveté à cet égard, qu'il puisse y avoir encore, même probablement de plus en plus, des actions de déstabilisation venant de différents acteurs. Y compris de la part de Poutine ou de ses proches? Mais, je ne sais pas, c'est de M. Poutine, mais venant de Russie. Et du pouvoir, c'est la question que je vous pose. Est-ce que ça peut venir du pouvoir? Je ne sais pas vous le dire aujourd'hui. Ouais. Ça a existé dans le passé, ça a existé dans beaucoup de campagnes électorales, et il est clair que dans les sphères russes de pouvoir, je ne sais pas démêler tous les fils, il y a eu des interférences, des ingérences, des interventions dans des campagnes démocratiques. Malheureusement pas venant que de Russie. Et de la part de qui alors? Mais de beaucoup de pays du monde. Je ne ferai pas d'attribution ce matin. Mais c'est malheureusement une réalité avec laquelle les démocraties vont devoir vivre. Il n'y aurait pas de crise en Ukraine, ce risque existerait quand même. Est-ce que vous dites toujours Poutine essaie de tester ou veut tester les démocraties occidentales? Oui, je crois qu'il y a un projet plus large qui est en quelque sorte une guerre de modèles. C'est-à-dire? Eh bien qu'il y a, ça ne concerne d'ailleurs pas seulement la Russie, mais aussi la Russie, une volonté de voir si les démocraties occidentales, pour simplifier, libérales sur le plan politique, sont fortes, sont unies, sont capables, parce qu'elles ont des opinions publiques, des parlements, des débats, et c'est notre honneur, de malgré tout être fortes et résister aux pressions et parfois aux tensions guerrières. Et c'est d'ailleurs l'histoire de nos démocraties, on le sait, dans tous les cycles politiques les plus durs, les démocraties sont testées. Ce que je retiens de l'histoire, malheureusement avec parfois des drames incommensurables, les démocraties ont toujours survécu, réémergé. Et vous savez, on va fêter, commémorer si je puis dire, parce que c'est un incident dramatique, un événement dramatique, les 80 ans du suicide de Stefan Zweig, ce 22 février. Je crois que vous avez remis un livre de Stefan Zweig à vos homologues européens. Je remets mardi, le mardi d'hier à chacun de mes homologues européens. Ce n'est pas l'anecdote. Stefan Zweig, il s'est suicidé, on le sait, dans la nuit sombre du nazisme, par désespoir, parce qu'il pensait que ce monde d'hier, cette Europe ouverte, artistiquement, culturellement, la plus avancée au monde, avait disparu. Nous avons démontré que malgré la guerre, malgré la Shoah, l'Europe, la démocratie, c'est vrai d'ailleurs d'Israël, c'est vrai de nos démocraties occidentales, avaient pu réémerger sous d'autres formes, se reconstruire aujourd'hui par le projet européen. Et on dit depuis Mitterrand, au moins, l'Europe c'est la paix. Oui, mais moi je n'aime pas qu'on le regarde avec un peu de ricanement, comme si c'était un slogan dépassé. L'Europe c'est la paix parce que d'abord nous vivons en paix. Soyons aussi lucides, l'Europe n'en a pas fini avec les démons de la guerre, nous en voyons les risques aujourd'hui. Nous avons vu
la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, il y a presque 30 ans. Dites à un Polonais ou à un Balte qui n'a connu la paix depuis 70 ans, il ne le verra évidemment pas de la même façon puisqu'il a vécu l'occupation soviétique, les drames et les morts. Mais quand nous avons réussi à nous libérer, aidés évidemment par l'allié américain et britannique, ne l'oublions jamais, quand nous avons réussi, après la guerre, à consolider la paix par le projet européen, à l'étendre à l'est de l'Europe après la chute du mur, tout ça a de la valeur. C'est un espace de prospérité qui n'est jamais garanti, qui n'est jamais acquis. Et les démocraties, c'est pour ça qu'elles doivent être fermes. Ce n'est pas des questions seulement d'adhésion à l'OTAN, de feuilles de route et de sommets diplomatiques. C'est ce projet politique de paix européenne, de force de nos démocraties, qui est testé par toutes les puissances, par la Russie bien sûr, mais par toutes les puissances qui sont à nos portes et qui n'ont pas les mêmes Mais précisez les choses, lesquelles vous pensez à quelle puissance? Dans d'autres, je ne mélange pas tout parce que les situations ne sont pas du tout comparables, mais ça a été le cas à certains moments de la Turquie, c'est le cas de la Chine. Bon, on voit bien qu'il y a des guerres de modèles. Nous sommes la démocratie occidentale, libérale au sens politique du terme. Moi, j'en suis fier. Nous ne sommes évidemment pas condamnés à être des bisounours véganes de la mondialisation et de la géopolitique actuelle. À nous de montrer cette fermeté, cette unité. C'est plus difficile de se coordonner, d'avoir un message de fermeté quand vous êtes une trentaine d'alliés américains, britanniques, États membres de l'Union européenne, face à des menaces comme on le voit avec la Russie aujourd'hui, et parce qu'on a des débats ouverts. On n'a pas les mêmes méthodes, mais on peut le faire. Et on a des débats ouverts aussi au sein de la démocratie française, au niveau des partis politiques et des forces démocratiques du pays. Au passage, est-ce que les critiques des Républicains, de LR, considérant que le président Macron a été absent de la scène internationale depuis 5 ans et a trop négligé les relations de la France avec la Russie, sont recevables? Mais c'est d'un cynisme crasse. Pourquoi cynisme crasse? Là aussi, un peu de hauteur et un peu de sérieux quand on parle de sujets aussi importants. Est-ce que le président de la République, je crois que même quand on ne veut pas voter pour la majorité ou pour le président demain, j'espère, on peut reconnaître avec un peu d'honnêteté qu'il s'est engagé jour après jour. Vous considérez qu'il est à la hauteur, qu'il est plus à la hauteur que ses éventuels concurrents? Je le soutiens sur le plan politique et je suis son ministre. Non, mais qu'on fait la comparaison avec les autres candidats. Mais oui, moi je veux pas être dans les bons et les mauvais points et l'arrogance. Mais est-ce qu'on a un président à la hauteur? Je crois que chacun peut le reconnaître. Est-ce qu'on a un président qui a pris des risques et s'est engagé dans sa fonction, même dans une période préélectorale? Évidemment. Est-ce qu'on a un président qui s'est engagé pour faire bouger l'Europe avec beaucoup de succès? Quelques échecs, quelques lenteurs, évidemment. Et ça, débattons-en. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est un président qui a été passif, inactif, absent de la scène européenne internationale? Je crois que même ses opposants politiques se grandiraient à le reconnaître plutôt que de faire des procès manifestement infondés, honnêtement, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord sur la Russie. Ils sont gênés en vérité. Parce que les Républicains, cette partie de M. Fillon, qui est complice de M. Poutine. Précisez mais c'est important parce que l'extrême droite française nous explique qu'il ne faut pas embêter M. Poutine, parce que j'entendais encore ce matin Éric Zemmour ou Manon Aubry pour la France Insoumise, député de M. Mélenchon, députée européenne, qui disait l'urgence, là, dans la crise que l'on vit ces heures-ci, c'est de sortir de l'OTAN. Enfin, quelle folie, avec des comportements comme ça, on met l'Europe en grave danger. Alors, Manon Aubry, LFI, il faut sortir de l'OTAN. Éric Zemmour qui dit, en gros, c'est Poutine qui a raison. Oui, mais moi je trouve qu'il y a toujours un paradoxe quand même à nous faire la leçon tous les jours. Et sur Marine la grandeur Le Pen, de la France, dirigeants... l'indépendance nationale, très bien, mettons les actes derrière les mots, et à dire, face d'ailleurs à la vérité des faits, il n'y a pas de provocation russe, il n'y a pas de pression russe, il n'y a pas de menace militaire, et mon modèle c'est M. Poutine. Bon, c'est toujours la même histoire d'ailleurs, l'extrême droite française est fascinée par les modèles étrangers. Je ne parle même pas de ce qui se passait il y a 70 ans, elle est fascinée par les modèles étrangers. Elle explique que c'est la grandeur de la France et elle est incapable de penser notre modèle, notre souveraineté. Moi je préfère une France engagée dans l'OTAN, en Occident et dans le projet européen, plutôt qu'une France qui laisse faire les grandes puissances, y compris les plus menaçantes, et considère que le bon modèle, c'est plutôt M. Poutine que le projet européen. Est-ce que ça veut dire que vous demandez à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, et à Jean-Luc Mélenchon de clarifier leur position vis-à-vis de Poutine? Mais leur position est malheureusement très claire. Ils ne veulent pas que la France et l'Europe soient fermes à l'égard de la Russie. Ça s'appelle l'esprit munichois, la capitulation. Esprit munichois, capitulation. Alors, un certain nombre de leaders de droite, d'extrême droite, vous en avez parlé, ou d'extrême gauche, si vous comprenez bien, ont au moins une ambiguïté avec le régime de Poutine, au moins une ambiguïté. François Fillon, dont vous avez parlé, s'est mis au service de l'industrie gazière et pétrolière russe proche de Poutine. C'est pour ça que vous avez cité ce nom. Oui. Est-ce que son action, entre guillemets, son boulot auprès des oligarques russes peut gêner la diplomatie française qui tente d'apaiser la crise ukrainienne, mais aussi dans la définition de la politique énergétique européenne?
Elle ne gêne certainement pas la diplomatie française. On ne s'indexe pas sur les intérêts personnels et pécuniaires de M. Fillon. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de son action ? Ce que j'en pense, c'est qu'on le voit d'ailleurs malheureusement avec un dirigeant allemand, M. Schröder aussi, oui. C'est qu'il y a des gens qui préfèrent l'argent au pays. Leur argent à leur pays. Bien sûr. Mais donc Fillon préfère son argent, préfère gagner de l'argent à la souveraineté nationale, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, alors vous me direz, M. Fillon, il n'est plus en politique, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Enfin, on a une dignité quand on est ancien Premier ministre, ou ancien chancelier allemand, mais ça n'est pas mon problème ici. Quand on est ancien Premier ministre, et j'ai du respect pour le Premier ministre qui a été François Fillon, mais on se déshonore, je crois, quand dans des moments en plus il y a des questions d'opportunité, comme celui-ci, on se met au service des intérêts financiers russes proches de l'État russe. Qu'est-ce qu'il devrait faire, François Fillon ? Et d'ailleurs, mais il n'aurait pas dû faire ça, surtout. Non, mais là, il y est. Est-ce que par exemple, vous demandez à Valérie Pécresse de mettre en garde François Fillon, de lui dire... Demandons-lui ce qu'elle en pense de manière claire. Pardon ? Demandons-lui ce qu'elle en pense de manière claire. À qui ? À François Fillon ou à Valérie Pécresse. C'est quoi la question que vous pourrez lui poser ? Mais est-ce qu'elle considère que c'est la bonne attitude à l'égard de la Russie ? Bon, c'est sympathique de parler russe dans les émissions, mais il faut dire sur le fond ce qu'on pense. Bon. J'essaye d'être le plus honnête possible. Ce que fait François Fillon, c'est pas Valérie Pécresse qui l'a décidé. Bien sûr. Bon, soyons clairs. Enfin, un peu de clarté ne nuirait pas. Et surtout, un peu de hauteur de vue. Parce que expliquer que la France, par l'action du président de la République aujourd'hui, ne fait pas son boulot sur la scène internationale, ne cherche pas toutes les voies possibles pour éviter la guerre, qui serait dramatique pour nous tous et pour la sécurité européenne. Je crois que ça n'est pas la réalité. Et je crois que chacun se grandirait à reconnaître ce qui est fait de bien parfois. Alors, il y a la crise ukrainienne, il y a aussi les tensions au Mali, et avec l'annonce du retrait français. Comment, dans ce contexte, incarner les intérêts français, les défendre face aux dirigeants dans le monde qui ne sont visiblement pas des tendres ? Comment le faire ? Comment défendre les intérêts dans le monde aujourd'hui ? Oui, face à des dirigeants internationaux qui sont visiblement pas très tendres, notamment avec la France. Mais vous savez, malheureusement... il n'y a pas besoin de regarder en détail l'histoire pour considérer que la géopolitique et les relations internationales n'ont jamais été des moments de grandes embrassades et de grandes amitiés. Bon. On est sans doute dans un moment qui se durcit, parce qu'il y a des grandes puissances qui cherchent à affirmer leur modèle, je le disais, parce qu'il y a des situations de sécurité, on le voit au Sahel, en Afrique, qui sont extrêmement dégradées, parce qu'il y a des coups d'État, des pressions militaires. Et face à ça, ça va durer. C'est pas lié à nos élections ou parce qu'on est quelques semaines avant le premier tour d'une élection présidentielle importante en France. Il faut être prêt à ça. Il faut être à la hauteur, c'est ça que vous voulez dire ? Il faut être à la hauteur. Et je pense en effet que quand on se fait le porte-parole de Vladimir Poutine dans le débat français, quand on considère avec beaucoup de légèreté que on peut raconter n'importe quoi sur le sujet migratoire, comme l'a fait Valérie Pécresse, en disant qu'il y a 40 millions de migrants qui arrivent chaque année en Europe, imaginez-vous. Bon. On n'est pas sérieux. Et vous faites un signe égal entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen ? Absolument pas. Je ne fais pas de signe égal entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il y a pour moi l'extrême droite. C'est très important d'avoir des catégories claires aussi dans le débat politique, qui incarnent différemment, certes, mais enfin c'est l'extrême droite française avec sa longue tradition dramatique pour le pays, qui incarne Marine Le Pen en le gommant et Éric Zemmour en l'assumant. Et puis il y a... Ou en forçant les traits aussi. Oui, et puis il y a un parti, les Républicains, une candidate, Valérie Pécresse, que je n'assimile pas. Mais je regrette, oui, qu'il y ait parfois la tentation de la complaisance. Et qu'on utilise des mots, elle le sait très bien, Valérie Pécresse, pas tourner autour du pot, que quand on dit, dans un discours lu, relu et re-relu, français de papier, quand on dit qu'on veut éviter le grand remplacement, c'est dit comme ça. Bon, ces mots ne sont pas choisis par hasard. Bien là, je crois qu'on fait une course-poursuite qui n'est pas à l'honneur de ce parti dit les Républicains, de sa candidate, vers l'extrême droite. Je ne mets pas de signe égal, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut mettre des cloisons extrêmement étanches entre le camp républicain et l'extrême droite. Alors justement, vous parlez de cloisons, comment pour Emmanuel Macron, concilier ces tensions, ces crises internationales et sa candidature à la présidentielle, comment mettre des cloisons, comment mettre une cloison entre sa fonction de président et sa fonction et son état ultérieur de candidat. Et d'ailleurs, sa candidature, c'est pour quand ? Ça, je ne sais pas, elle ne vous le dirait pas. Mais vous voyez que si la candidature, c'est pour très bientôt, puisqu'il y a des délais.
juridique et constitutionnelle. Très bientôt, le délai, c'est le 4 mars. Hein. Donc voilà, c'est avant le 4 mars. Mais bon, nous sommes le 20 février. C'est un certain nombre de gens. On le sent dans les sondages, les Français commencent à en avoir marre. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne ferai pas leur interprète. Mais vous avez entre le 20 février et le 4 mars, 14 jours. Donc on est dans une fenêtre de tir qui est très proche pour vous, ça serait quoi la meilleure date? Je ne sais pas, mais ce sera clarifié très vite. Bon. Mais vous confirmez que ça peut être la semaine prochaine? Tout est possible, je ne le sais pas. C'est appartient au Et président alors de pourquoi vous m'avez posé une question de fond. Comment vous conciliez une candidature, une campagne potentielle et la présidence de la République en action, en fonction. Bon, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. M. Aziza, ça a été le cas, un fait politique dans l'histoire de la Ve République. Beaucoup de présidents, ça a marché ou pas marché, se sont présentés. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu le général de Gaulle, il y a eu François Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac, et Valéry Giscard d'Estaing, et Nicolas Sarkozy. Donc c'est assez fréquent. Bon. Donc je veux dire, c'est pas comme si on inventait quelque chose de complètement saugrenu. Bon. Et d'ailleurs, la Constitution prévoit qu'aujourd'hui, on peut faire 2 mandats. Donc ça veut dire que quel qu'il soit, le président sortant a le droit de se représenter. Et 2 se sont fait réélire en période de cohabitation, seulement 2. D'accord. En période de cohabitation. Là, vous parlez du résultat. Moi, je vous parle d'aller en campagne et de se présenter aux Français. Il ne faut jamais jouer le résultat d'avance. Bien sûr. Fait-là, il est tout à fait possible, et j'allais dire presque classique, dans notre Ve République. Le président, on le voit d'ailleurs, il ne sacrifie à aucun instant ses responsabilités présidentielles et internationales. Sinon, ça fait longtemps qu'il ne s'occuperait plus de la crise ukrainienne, si c'était son intérêt d'aller faire il faut qu'on avance parce qu'il nous reste 5 minutes, plein de questions. Le bilan d'Emmanuel Macron, il va être aussi au cœur de cette campagne. Eh bien, son bilan en matière de pouvoir d'achat est jugé sévèrement par les Français, en croire un sondage publié aujourd'hui dans le JDD. Est-ce que le pouvoir d'achat, c'est le boulet du candidat Macron, Clément Beaune? Non, moi, j'aime pas dire les choses comme ça. Il y a une perception, il faut évidemment l'entendre, et des situations individuelles extrêmement graves. Bon. Maintenant, on sort d'une crise économique et sociale au-delà du sanitaire de plus de 2 ans. Et regardez quand même, je sais que parfois ça fait des grands chiffres abstraits, mais c'est une réalité pour les gens qui sont sortis des difficultés. On a un taux de chômage qui est le plus bas depuis 15 ans. Et pourtant, les Français disent que ça n'a pas été bon pour nous en matière de pouvoir d'achat. Mais d'abord, ceux qui bénéficient d'une amélioration de la situation, qui ont trouvé un apprentissage, un emploi, une formation, j'espère, surtout un emploi. Et encore une fois, le chômage des jeunes est au plus bas depuis 40 ans. Bon, ceux-là ont une situation meilleure. Et quand vous regardez les chiffres du pouvoir d'achat, ils sont meilleurs dans leur rythme de croissance que dans les quinquennats précédents. Maintenant, il y a une situation temporaire qui est très difficile, qui est sur les prix de l'énergie, le carburant en particulier. Ça ne va pas durer toujours et nous protégeons beaucoup plus que nos voisins européens le pouvoir d'achat. Alors, on va attendre la campagne pour savoir ce qu'il en est. Maintenant, la question, c'est comment on y répond. Voilà, on va attendre la candidature d'Emmanuel Macron parce qu'on a d'autres questions. Allez-y. Marie-Sal Touraine, elle appelle aujourd'hui dans le Parisien au vote utile pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous souhaitez d'autres aliments du leader de PES en faveur d'Emmanuel Macron, puisque vous-même, vous venez de la gauche, vous avez travaillé avec Jean-Marc Ayrault à Matignon. Je l'espère, mais c'était à chacun. Jean-Marc Ayrault, il pourrait soutenir Emmanuel Macron? Pas à moi Mais vous le souhaitez? Je souhaiterais. J'ai travaillé pour Jean-Marc Ayrault, j'ai une grande admiration pour Jean-Marc Ayrault, je crois pouvoir le dire, de l'amitié et une grande affection aussi. C'est pour moi un grand social-démocrate français et européen. Et évidemment, son soutien aurait de la valeur, mais ce n'est pas moi qui vous souhaitez. Je souhaite qu'il puisse soutenir Emmanuel Macron. Mais c'est possible? Mais encore une fois, je n'aime pas parler à la place des gens. Mais vous le souhaitez? Mais je le souhaite, bien sûr. Mais je souhaite que lui et d'autres qui incarnent cette gauche de gouvernement européenne réformatrice nous rejoignent. Et c'est le meilleur signal de cet équilibre politique qu'a gardé tout au long du mandat Emmanuel Macron. On arrive à la fin de cette émission. 2-3 questions. Yannick Jadot a accusé Éric Zemmour, c'était dimanche dernier, à votre micro ici sur Radio J, donc Zemmour, de faire le juif de Cerise pour les antisémites. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aime pas qu'on utilise cette expression que je ne répéterai pas, parce qu'elle peut blesser. Mais sur le sens de cette expression. Mais si le sens dit, à mon avis, maladroitement et de manière dangereuse, de l'expression de Yannick Jadot, c'était de dire que Éric Zemmour avait un discours qui s'apparente à du révisionnisme historique, voire à l'antisémitisme. C'est ce qu'il a dit à l'antenne. Je crois qu'il a raison, oui. Ouais. Ça, je crois qu'il a raison. C'est ce que dit le grand rabbin Corsia. Éric Zemmour, antisémite. Oui. Et ce matin, une tribune encore avec l'ancien président du CRIF et du Congrès juif européen, d'ailleurs, M. Hachdenberg. Vous avez, je crois, soutenu, mais c'est très important de le dire très simplement et très clairement. Je l'ai dit d'ailleurs à votre micro il y a quelques mois. Et vous parliez d'ailleurs de votre arrière-grand-père qui avait été déporté, qui était considéré à l'époque comme un Français de papier d'ailleurs. Je n'envoie personne à ses origines, simplement je le dis pour moi-même. Et je crois que chacun doit faire une forme d'introspection. Alors, quand on a, c'est important, dans son histoire personnelle, ces souvenirs et cette transmission de drames, de souffrances, de crimes subis, on doit encore plus réfléchir à ce qu'est l'histoire contemporaine. On a parlé de grave crise, du retour de l'histoire tragique
d'un retour, il y avait un député européen qui a fait un salut nazi dans l'hémicycle de Strasbourg au Parlement européen. Député bulgare, hein, oui, d'un parti nationaliste bulgare. Je ne pensais pas voir ça un jour dans ma vie de citoyen, dans ma vie politique. Parce que vous étiez au Parlement européen. J'étais au Parlement européen, je l'ai vu en face de moi le faire. Et alors vous voyez ça, vous vous dites quoi? Mais je me dis qu'en Europe... Vous dites quoi de la situation politique en Europe? Nous n'avons pas fini avec l'antisémitisme, avec l'exclusion, avec la haine, avec le révisionnisme historique. Et donc, qu'un candidat, quel que soit son parcours, ses origines, à la limite, ce n'est pas mon sujet, banalise, travestisse les faits et l'histoire, la réécrive, et se prennent en plus ce matin... ce qui est encore plus cynique pour Léon Blum, j'ai entendu M. Zemmour le dire. On ne peut pas être Blum et Pétain. Alors justement, Zemmour, on peut pas être Blum et Pétain. Zemmour qui, en réponse à cette tribune dont vous parliez, tribune de personnalité de la communauté juive, dont l'ancien président du CRIF et du Congrès juif européen Henri Hagenberg, dénonce dans le JDD la société fracturée et violente promise par Zemmour, ses discours de haine et d'exclusion à l'encontre des musulmans français ou étrangers vivant dans notre pays, et ces signataires qui considèrent que rendre responsables les musulmans des difficultés économiques et sociales que connaît notre pays relève de la politique du bouc émissaire dont les juifs ont été si souvent les victimes. Vous approuvez? Je ne pourrais pas mieux le dire. Le citoyen Beaune, il approuve, le ministre Beaume, il approuve, le citoyen Beaune, dont une partie de la famille a été déportée parce que juif, il approuve? Pour cette raison, cette histoire familiale, je l'ai toujours considérée, me donne comme homme, avant d'être un responsable politique temporairement, une responsabilité. Et donc je me battrai toujours, quelle que soit la forme, contre l'extrême droite. Et quand l'extrême droite se part, en plus, de ses mensonges historiques, utilise ses origines, M. Zemmour, pour dire « je ne peux pas être dans l'exclusion ou dans l'antisémitisme ». Là, vous faites allusion au fait que Zemmour dit d'interview en interview « moi, je suis un juif berbère ». Oui. Et ce matin, il s'est comparé à Léon Blum pour en répondre. On ne peut pas être Blum et Pétain. On ne peut pas utiliser ses origines pour accréditer l'antisémitisme. Ça, je me battrai toujours pour le faire. Et je crois qu'il faut que chacun y réfléchisse au moment de cette élection présidentielle. On ne peut pas banaliser ce retour tragique de l'antisémitisme en Europe et en France. Merci Clément Beaune d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Et à dimanche prochain. Merci. Merci.